Bonjour. Très bien. C'est le confinement. C'est nickel. Est-ce que ça va mieux là? C'est parfait. Comment vas-tu? Le son, ça va mieux ou pas? Ouais, le son c'est parfait maintenant. Est-ce que toi tu m'entends correctement? Il y en a qui parlent de suspense ici. Oui, beaucoup de suspense. C'est parfait. Comment vas-tu? Super, je vais bien. En fait, c'est parce que j'ai dû connecter un micro, donc sans faire les tests, j'ai un micro qui filme ailleurs. Ok. Bon, écoute, pas de souci. Moi, j'allais te demander et je vais te laisser parler. Qui es-tu et surtout, c'est les aléas du direct. Tout à fait. Qui es-tu, Philippe? Et surtout, pourquoi tu t'appelles Philippe Kaiser? Alors, Laetitia, je vais te proposer quelque chose. Pour que ça marche, il faudra juste me faire signe quand tu poses tes questions. Je vais plutôt les enregistrer, je vais les écouter sur mon téléphone là et je vais répondre directement. Je crois que ça va aller. J'essaie d'acquiescer si tu m'as capté. Ok, ça va, ça te va? On va plutôt faire ça. Alors, voilà la question de savoir qui je suis. J'ai jamais été très à l'aise avec cette question-là pour 10 000 raisons. Enfin, je suis Philippe, a.k.a. donc connu sous le nom de Kaiser qui vient de Usual Suspect, pour ceux qui connaissent le film, Kaiser Soze, donc voilà. Et je suis ingénieur informaticien. Aujourd'hui, voilà, 20 ans d'expérience exactement dans le domaine de l'informatique. Et donc en local au Congo exactement, dans la sous-région, parce que je travaillais au Burundi, au Rwanda, j'ai travaillé en Belgique et en Allemagne aussi, en France, à Lyon. Aujourd'hui, je suis ailleurs, je suis en Afrique de l'Ouest, d'Abidjan, où on s'appelle, où je m'occupe de 6 pays sur un projet sur lequel je travaille qui me tient très à cœur, qui est celui des laboratoires d'innovation sociale qu'on est en train d'installer dans 6 pays d'Afrique, dans cette région-là. Donc voilà un peu rapidement celui que vous connaissez un peu plus comme troublemaker, comme beaucoup disent. Je suis le troublemaker en chef, community shaker parfois un peu. Mais bon voilà pour ma petite présentation, le reste, je vais plus réagir sur les questions. Alors il y a une première question, c'est où sont passés tes cheveux? C'est une question pas très informatique, mais elle est là, alors on la pose. Community shaker parfois un peu. Et bon voilà pour ma petite présentation, le reste, je vais plus réagir sur les questions. Alors il y a une première question, c'est où sont passés tes cheveux? C'est une question pas très informatique, mais à la question de savoir où sont passés mes cheveux, c'est vrai, c'est pas une question informatique, mais c'est lié, tu sais, parfois dans tous les métiers, il y a une question de style aussi. Et voilà, mais écoute, je les ai coupés il y a quelques jours, j'avais juste envie de changer de tête. Mais je crois que je vais me remettre bientôt, là, c'est en train de pousser comme tu le remarques. Et très bientôt, j'ai la chance d'avoir des cheveux qui poussent vite, en fait, donc ça va aller. Ça va aller. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail dans quelle mesure ton parcours t'a mené à t'intéresser à la fracture numérique en Afrique en général? Parce que pas uniquement à Kinshasa, en Afrique en général. Alors, est-ce que tu peux... J'ai pas capté ta question. Comment est-ce que ton parcours t'a mené à lutter contre la fracture numérique en Afrique? J'ai pas capté ta question. Comment est-ce que ton parcours t'a mené à lutter contre la fracture numérique en Afrique? Alors, s'il faut parler de mon parcours et comment est-ce que cela m'a mené à lutter contre la fracture, c'est assez drôle, ça part de l'école. Moi, en fait, moi j'ai étudié à l'école informatique de Kinshasa avant de finir à l'ISIPA, que tout le monde connaît. Mon travail de fin d'études était justement de créer une bibliothèque, c'était d'informatiser une bibliothèque. Et à l'époque, j'étais en train de penser dans les années 2000, j'étais en train de penser créer une bibliothèque africaine qui serait accessible à tous.
Et ce, grâce au numérique. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais ce qui m'a mis sur les rails, c'est qu'à l'époque, on parlait beaucoup de développement durable. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les open data, à l'époque, on parlait beaucoup de... Il y avait une notion qu'on nommait les formats ouverts. On parlait des formats ouverts, on parlait des logiciels libres pour parler de pérennité. Donc, du coup, ça m'a très vite emmené à penser, si je voulais informatiser les bibliothèques africaines, si je voulais que les bibliothèques soient partout en Afrique grâce au numérique, il fallait que le numérique soit compris par tous. Et comme depuis les années 90, je travaillais beaucoup dans les cybercafés et je voyais le manque. Et dans les cyber, à l'époque, tout le monde venait pour parler aux parents en Europe, aux amis. Et donc, moi, j'étais les petits là qui mettaient le temps dans les cyber. Et je commençais à voir comment les gens avaient besoin de nous pour qu'on les aide à écrire un texte, pour qu'on les aide à composer un message. Donc je me suis dit, mais il y avait vraiment une place, une mission au fond de moi pour aider les autres à comprendre le numérique. Donc petit à petit, là où les autres voyaient un travail, effectivement je travaille, j'étais payé pour ça. Moi, je commençais vraiment à avoir ce petit don, je peux dire, ou un appel à aider les gens à comprendre le numérique. Donc, j'ai commencé à côté à vraiment aider tous ceux qui ne se retrouvaient pas, à les pousser à créer. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti petit à petit. Déjà à l'époque, comme ça, là, je parle des années 97, 96, on est déjà là-dedans. Et puis, après, ma carrière m'a mené, justement, j'ai pris un très bon boulot à l'université de Kinshasa à l'époque, grâce à ça. Ce qui m'a emmené en Belgique et ailleurs, mais j'étais pas heureux au fond de moi en fait quand je travaillais en informatique, rien que dans une entreprise pour l'argent, pour un salaire. Il me fallait cette dimension où j'avais les gens que j'aidais, j'avais les formations animées. Donc même dans les entreprises où j'allais, je m'arrangeais toujours, et ça tous mes collègues peuvent le dire, je m'arrangeais toujours pour créer des sessions de formation, apprendre mieux les outils qu'on avait aux collègues. Donc j'ai toujours ressenti au fond de moi l'envie de vraiment aider les gens. Et je pense que c'est ça qui m'a emmené jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Mais bon, c'est un peu ça, hein, si je peux faire le résumé. Alors, ça t'a quand même mené à créer quelque chose d'assez emblématique, le Lumumba Lab. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est créé? On a déjà eu ton frère dans l'émission il y a quelques jours qui nous a parlé justement du Lumumba Lab et il nous a semblé dire que ça a vraiment forgé, ça fait partie des éléments qui ont forgé son propre combat contre la fracture numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment le Lumumba Lab est né et ce qu'il fait exactement? Alors, le Lumumba Lab est une suite je peux dire, de mon combat en fait. Alors, ma carrière a évolué. Les années 2000, je parcours le monde et puis un jour, je travaille pour le BGR qui est une partie de la coopération allemande. Et je suis sur un projet au Burundi où je travaille comme diplomate congolais à la CIRGL et au BGR. Et dans ce projet-là, je vois ce que je suis en train de faire pour mon pays, effectivement. Je suis en train de faire quelque chose de très bien parce que c'est un projet sous-régional où on est en train de parler des frontières du Congo. Je m'occupais de la cartographie numérique, en fait, à l'époque, et des bases de données. Et je revenais à Kinshasa, je revenais en mission pour voir la famille. Et très vite, j'ai eu l'envie de me reconnecter à la communauté quinoise, tout en créant un événement qu'on avait appelé Saturday for Leader. Alors le samedi du leader où on devait inspirer les autres en fait. Et donc quand on a lancé cet événement-là, j'ai senti un besoin vraiment d'approfondir, d'ajouter une dimension numérique et de créer un cadre de partage. Mais ce qui est aussi bien, c'est que je réalise, parce que moi-même je suis un peu ce qu'on appelle un enfant du campus numérique. Le campus numérique, dans les années 90, a beaucoup, je peux dire 2000, tout ça, a beaucoup formé dans notre communauté. Alors tout ce qui est, tous les ingénieurs, tous ceux qui ont été formés en informatique sont passés par là. Mais après, il y a eu un temps mort dans la communauté à Kinshasa et c'était le vide.
Et donc l'idée du lab est partie de là en se disant, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui peut réveiller la communauté, qui peut redonner cette envie à la communauté de s'unir, de créer des choses. Et notre mission était simple, on s'est dit, c'est pour ça qu'à un moment je m'appelle Community Shaker, celui qui réveille la communauté. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait avec le lab quand on a commencé, en créant justement le café de s'unir. On a créé le café numérique. Là, je parle de 2012. Et avant, encore une fois, avec les noms, le café numérique, ça s'appelait le Samedi Digital. C'est comme ça qu'on a commencé à Maïcha Park. Et le lab s'appelait d'ailleurs MTech Hub. Quand on a commencé au tout début. Et puis, il s'est fait qu'il faut comprendre que la pensée de Lumumba m'a beaucoup aidé dans ce que j'ai créé. Parce qu'en fait, dans une des lettres que Lumumba envoie à sa femme, il précise en disant, écoute Pauline, c'est la lettre à Pauline, où il dit qu'un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. Mais je me suis posé une question en fait. Le numérique est un langage. Il y a un langage de programmation, il y a des choses comme ça. Si un jour on doit écrire notre propre histoire, s'il faut écrire dans une langue, il faut maîtriser cette langue-là. Est-ce que nous maîtrisons la langue du numérique? Je pense que non, donc il faut la maîtriser. Donc j'ai créé, en fait, à l'époque, on a juste pensé à un outil qui devait permettre aux gens de maîtriser cette langue. Donc c'est comme ça que le lab a été créé, avec une dimension, je veux dire, c'est vrai, on a beaucoup une dimension militante, un peu comme ça. Parce que oui, notre fond à nous est très social, notre fond est communautaire. Et puis on a un côté, on a une rage parce qu'on est en retard, effectivement. L'Afrique aujourd'hui est en retard, le Congo est en retard, donc on n'a pas le temps à tergiverser. C'est vrai que ça nous a animés, ça nous a desservi aussi, cette rage-là, je sais, mais ça nous a aidé à tenir aussi. Donc voilà un peu, si je peux parler de l'histoire du lab. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement, le lab ? Alors concrètement, le Lumumba Lab aujourd'hui fait un travail, on a deux axes, simplement en gros. À l'époque, on avait l'axe réveiller la communauté, on a réussi cet axe-là. Et je pense que c'est notre plus grande réussite, c'est d'avoir réveillé la communauté à Kinshasa, d'avoir créé un effet de mode à Kinshasa, d'avoir lancé, j'aime pas dire les premiers, mais d'avoir relancé, parce qu'en fait, l'histoire du numérique est longue en RDC. On a une très longue histoire qui n'a pas commencé avec nous, qui ne va pas finir avec nous, mais on a, si on peut parler de la ligne de temps, on a un moment avant le lab et un moment après le lab. Grâce à ce qu'on a pu mettre en place, et ça on a réussi avec le café numérique. Mais les axes que nous avons aujourd'hui sont simples. Nous avons la réduction de la fracture numérique et la lutte contre l'analphabétisme numérique. Réduire la fracture numérique, on en parle beaucoup, je sais qu'on va revenir là-dessus, mais la fracture, on a longtemps parlé de la fracture nord-sud, ça veut dire on va parler de l'Europe et nous. Mais nous, quand on parle de la fracture numérique, on ne parle pas de cette fracture-là, nous on parle de la fracture sud-sud en fait. C'est qu'on parle de la fracture entre nous, les inégalités. Ça veut dire, nous on veut en fait que tout le monde puisse accéder à ces informations-là, que tout le monde puisse avoir un minimum pour accéder à ces outils. Parce que ce qu'on réalise jamais, en fait, c'est que le numérique aujourd'hui est en train de créer les nouvelles formes d'inégalité qui vont créer les guerres de demain, en fait. Les inégalités qui font que certains ont accès à des choses et d'autres pas. Aujourd'hui, on le voit, même l'information sur le coronavirus, aujourd'hui est en train de créer parce que l'application est là, mais il y en a qui n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas les outils numériques. Et nous, on lutte contre ça, on lutte contre ces inégalités-là. Et si vous voulez vraiment savoir, c'est ça les axes qui font de lab. Ok. Comment est-ce que tu vois la fracture numérique de genre? Il y a une personne qui a posé la question il y a un peu au début. Est-ce que tu l'entends? Comment est-ce que tu vois la fracture numérique de genre? Qu'est-ce que tu en penses? Les femmes sont moins exposées au numérique de manière générale. Qu'en penses-tu? Oui. Alors, c'est pour ça que je parle de la fracture sud-sud. La fracture sud-sud, c'est la fracture entre nous. C'est ça que ça veut dire, en fait, selon l'entendement du lab. C'est la fracture qu'il y a entre nous. C'est celle qu'il y a entre des jeunes qui vivent à Gombe et ceux qui vivent dans les quartiers où il n'y a pas d'électricité, peut-être forcément, pour accéder à ces outils-là. C'est celle qu'il y a aujourd'hui entre les hommes et les femmes.
en RDC. Effectivement, la fracture qui fait que les femmes aujourd'hui sont défavorisées. Et ça, c'est quelque chose qui... il y a deux choses qui m'indignent vraiment dans ce que nous faisons. Il y a effectivement la fracture des femmes, donc on a laissé les femmes derrière nous, mais on a aussi laissé les plus âgés derrière nous, parce que des gens qui étaient indépendants hier sont devenus dépendants. Ça veut dire pour aller à la mairie ou pour envoyer un courrier, ils ont besoin de nous aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Alors, pour revenir sur le cas précis des femmes, les femmes sont restées en arrière, pas seulement dans le numérique, mais pour d'autres domaines. C'est parce que l'environnement en soi aussi n'a pas vraiment aidé. Vous savez, l'informatique en soi, revenons à l'informatique de base, hein. Vous allez voir par exemple dans la technique quand on va à l'ISTA, c'est plus des hommes que les femmes, parce que c'est pas un métier de femme, c'est parce qu'on nous a vendu le numérique dans sa dimension technique. Mais là où c'est un peu faux et là où je trouve que les gens ne comprennent pas, c'est que regardez par exemple quand on parle de secrétariat, quand on parlait à l'époque, hein, quand je dis secrétariat, c'est saisir les documents et tout ça. Dans la saisie, c'était plus les femmes qui étaient dedans. Et donc, s'il y avait des femmes dedans, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce décalage lorsqu'il s'agit de l'informatique. Simplement parce qu'on a mal expliqué l'informatique. Et aujourd'hui, les femmes n'avaient pas à être en marge. On n'avait pas à les laisser derrière. D'ailleurs, elles n'ont pas besoin de notre permission, de la permission de qui que ce soit pour se mettre là-dedans. Elles peuvent juste très vite reprendre leur place parce que c'est leur place. Et il y a beaucoup de femmes qui ont fait des très belles choses dans l'histoire du numérique, que ce soit dans la programmation ou même dans les fusées qui sont parties sur la Lune. Les femmes ont beaucoup contribué. Et moi, j'ai la chance à l'école informatique d'avoir connu des femmes merveilleuses, intelligentes, mais qui nous essoufflaient, mais vraiment qui te programmaient comme des malades. Et je pense que cette fracture-là ne peut être résolue que à revoir dans toute notre culture, parce qu'effectivement, on freine beaucoup les femmes. Quand on était à l'école, par exemple, pour aller faire les TP, le numérique, l'informatique demande à ce que les gens soient dynamiques, que vous soyez dans la recherche. Mais pour aller faire la recherche tard, par exemple, on va vous dire que non, la femme ne doit pas sortir parce qu'elle attend la permission de X ou Y. Les samedis, quand elle doit aller travailler avec les autres dans les groupes de travail, on va dire que c'est à son tour de nettoyer les assiettes ou de préparer. Donc il y a des freins culturels qui font qu'aujourd'hui, effectivement, je l'ai vu même quand on a lancé la mine, l'école du numérique au lab, on a vu beaucoup de freins qui faisaient que les femmes avaient du mal à suivre les formations. Mais voilà, je suis indigné et on essaie d'apporter nos petites solutions comme on le fait souvent. Voilà pourquoi on a créé une école du numérique spéciale pour femmes. Au lab, on a beaucoup de programmes spéciaux pour femmes. Ok. Bien, merci pour elle. Moi, je fais partie des rares femmes qui a eu la chance d'être libre de coder quand elle voulait. Donc voilà, mais en tout cas, pour toutes les femmes qui n'en ont pas la possibilité, merci pour elles. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme celle du Lab à Kinshasa ou en Afrique qui visent, comme toi, mais de manière un peu évangélique, à réduire la fracture numérique sud-sud? Oui, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives en Afrique qui font la même chose. Je vais parler d'Abidjan, hein. Comme je suis à Abidjan, il y a le Baby Lab, par exemple. Et le Baby Lab à Abidjan, chez mon ami Aubin, ils font du très bon travail. Il y a le village de Syriac à Abidjan aussi qui fait du très bon travail. Mais mon lab de cœur, c'est le Ouaga Lab à Ouagadougou, qui font un excellent travail. Pour moi, c'est le lab de l'Afrique, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Rien qu'à en parler, je suis ému. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Au Rwanda, il y a le Kelab qui fait du très bon travail aussi, mais qui est plus gouvernemental. Il y a beaucoup de labs qui font des belles choses en Afrique. Je peux citer comme ça. En Afrique, oui, j'ai cité le cas en Afrique. Effectivement, par rapport à ceux qui font qui ont le fil, social, tel que je l'aime. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Il y en a certainement d'autres en Afrique que je n'ai pas cités, mais voilà, je crois qu'on ne citait que ceux-là, ouais. Alors, qui dit informatique dit écosystème tech. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les calls préparatoires au live, mais aussi de manière générale à Kinshasa, on nous a beaucoup parlé, plutôt que d'un écosystème tech à Kinshasa, il y aurait un écosystème
tech. Qu'est-ce que tu en dis de cette affirmation? La question fétiche. Oui. En fait, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans l'histoire du numérique au Congo. Alors, je vais me concentrer sur Kinshasa. Je vais un peu parler de Lubumbashi, peut-être un peu, et de Goma. Voilà, puisque pour moi, c'est les grandes villes impliquées aujourd'hui dans le numérique. Alors, moi, je ne parle pas d'écosystème souvent, parce qu'en fait, beaucoup de ceux qui vont vous parler d'écosystème sont ceux-là même qui ont beaucoup d'ego dans notre système. Kinshasa n'a pas un problème d'ego. On a plutôt un problème de ce que j'appelle la culture de la vie associative, la culture de la vie communautaire. Ça veut dire si je vais aujourd'hui dans l'écosystème tech, les acteurs tech, je ne retrouve pas dedans 4 acteurs, je peux même dire 3, qui ont été scouts ou qui ont été dans un programme de jeunes ou quelque chose comme ça. Si vous m'en citez, je serais heureux, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas 4 acteurs ou 5, je veux dire, qui ont été dans la vie associative. On n'a pas cette culture-là de groupe de jeunes, groupe de ceci, on n'a pas cette culture. Donc, et donc, ça devient très difficile pour que les gens se mettent ensemble. Alors, il faut savoir une chose. Pour qu'on soit ensemble, il faut qu'on existe. Voilà, pour toi et moi on soit ensemble, il faut qu'on soit 2 personnes. Et donc la difficulté aujourd'hui à Kinshasa, c'est que les gens n'existent pas, les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes et donc ils ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est souvent la difficulté. Et moi j'ai toujours été attaqué parce que j'ai forcé à ce que les gens se mettent ensemble. On m'a vendu à l'époque que attends, les gens se mettront ensemble. On est aujourd'hui en 2020 et les gens sont toujours pas ensemble. Les gens se mettent ensemble par groupe d'amis au lieu de se mettre ensemble pour des besoins de communauté. Et encore pire, aujourd'hui, l'État enfonce les gens dans ce trou-là. Et beaucoup d'acteurs, je vais peut-être essayer de ne pas en citer, mais j'aime pas trop les tabous, mais beaucoup d'acteurs à Kinshasa, que ce soit les bailleurs de fonds, ont aussi encouragé la division à Kinshasa. Comment ? J'ai rien contre Elan RDC par exemple, mais moi je trouve que quand Elan a commencé, ils avaient la possibilité de réunir l'écosystème et ils l'ont pas fait. Ils ont profité de la division de des gens dans l'écosystème pour s'insérer et je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui. Je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit les télécoms aujourd'hui, il y a beaucoup qui profitent de ça pour diviser. Et aujourd'hui, la présidence de la République ou tous les autres, les gens profitent de ces petites divisions pour s'insérer dedans et nous diviser. Et donc, je ne pense pas que c'est un problème d'ego. Parce qu'en fait, pour parler d'ego, j'ai vécu au Rwanda, j'ai vécu au Burundi, j'ai vécu au Kenya, j'étais aux États-Unis et je peux vous dire que les Américains ont un ego mais surdimensionné. Cela n'empêche pas les gens d'exister, cela n'empêche pas la Silicon Valley d'exister. Et puis dans cette culture, il y a aussi la culture de ce qu'on appelle l'ego, mais je ne sais pas ce que ça peut. En fait, l'ego n'est même pas mal. Il faut bien que les gens s'aiment, il faut que les gens aient ce qu'ils sont, soient ce qu'ils sont, mais ça n'empêche pas qu'on soit ensemble. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a certaines personnes qui sont ennemies avec moi, par exemple, parce que je n'aime pas leur façon de faire. Mais en politique, comment on ferait ? Je n'aime pas ta politique, mais on peut prendre un verre. Je n'aime pas ta façon de faire, mais on peut prendre un verre. Je n'aime pas ta façon de penser start-up, mais on peut prendre un verre. Donc, en fait, c'est une question de culture. Moi, je ne pense pas qu'il y a un écosystème. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que vous réalisez très bien. Tous ceux qui vous ont parlé d'écosystème sont pour la plupart ceux qui sont dans la division. Ok. Et très concrètement, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour mettre fin à cette difficulté de se mettre en communauté ? Qu'est-ce que tu proposerais ? Alors, il y a une chose. D'abord, il faudra qu'on comprenne vraiment. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on arrête peut-être de se poser cette question. Se mettre en communauté n'est pas une obligation. Parce que j'ai l'impression que ça commence à nous distraire. Se mettre ensemble n'est pas une obligation. Si on fait les choses avec un but, en fait, je pense que ce sont nos buts qui doivent nous mettre ensemble. C'est comme ça que, par exemple, moi, j'ai jamais compris. Un jour, j'ai parlé d'une chose. Une des solutions au Congo pour résoudre ce problème d'écosystème, comme vous pouvez l'appeler, c'est de faire un mapping.
Un mapping, ça veut dire quoi? C'est de faire une cartographie des initiatives au Congo et de les catégoriser. Lorsqu'on aura catégorisé les gens, on va peut-être réaliser que X et Y ne sont pas concurrents et donc peuvent être des bons potes. Parce qu'en fait, lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on ne sait pas ce qu'est son modèle, on devient ennemi pour rien. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, moi je vais prendre un cas, le cas qui me concerne. Le Lab, par exemple, a fait la promotion. La plupart des gros acteurs aujourd'hui dans le numérique au Congo ont connu la promotion du Lab. Mais je peux aussi dire que 60% de ces acteurs sont ennemis au Lab aujourd'hui, ou en tout cas en ma personne. Sont ennemis à Kaiser. Voilà. Mais pourquoi? Parce que simplement, les gens n'arrivent pas à comprendre leur place. Et donc, ce sont des ennemis sans sens. Ce sont des ennemis sur des raisons qui n'existent pas. Moi, je pense que si on doit lutter contre ça, d'abord, il faudrait proposer. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la phonie, le talkie-walkie qu'on utilisait à l'époque pour s'appeler. Ah oui, oui. La phonie, le téléphone portable ne s'est jamais battu avec la phonie, comme dit toujours mon ami Renato. Je pense qu'à un certain moment des choses, il faut juste proposer autre chose. Il faut proposer autre chose et après ça va aller. Notre propre communauté a entretenu ces divisions-là. Dans la musique, il y en a partout, il y en a, et aujourd'hui dans le numérique, il y en a. Il y a des gens qui choisissent des camps juste comme ça, sans raison. Il y a des gens qui ont l'impression que quand tu seras à la table avec eux, tu vas prendre leur place. Donc pour moi, la meilleure des solutions, c'est de commencer par faire un mapping. C'est de commencer par faire un mapping, à savoir qui fait quoi exactement, qui peut aller avec l'autre. Et moi, la seule personne aujourd'hui qui a le pouvoir de le faire, je pense que c'est l'État. Il n'y a que l'État qui peut aujourd'hui unir notre écosystème pour une raison simple. Si on a des égos, il faut quelqu'un de plus puissant. Il faut un père dans une famille pour réunir les gens. Ça ne peut pas venir d'en bas, parce qu'à chaque fois que ça vient d'en bas, ça ne marche pas. Quand j'ai essayé de réunir les gens à une époque, on m'a dit tu avais un plan derrière. Après moi, les gens sont allés pour s'unir à leur façon. On n'arrive pas à s'unir parce qu'on va toujours dire que c'est toi qui as lancé l'union. Donc pour ne pas que ça soit à une personne, moi je proposerais que ce soit l'État qui lance l'union, mais alors là avec un bon esprit, pas avec ce qui se fait aujourd'hui, qui est, moi je trouve qu'aujourd'hui l'État divise encore plus qu'ils essaient d'unir l'écosystème. Tu peux élaborer là-dessus? En quoi est-ce que l'État divise plutôt que d'unir l'écosystème tech? Alors, quand je parle de l'État c'est toi et moi, comme on dit toujours. Mais aujourd'hui, l'État, quand je parle du numérique, quand je parle de l'État, il y a quelques acteurs. Le président de la République, il y a le ministre du numérique. Le ministre du numérique, pour l'instant, je crois qu'il est il est encore dans son volet institutionnel, donc il n'a pas encore fait beaucoup de choses pour la communauté. Mais le conseiller du président, qui d'ailleurs a eu beaucoup de marge parce qu'il existait avant que le ministre n'arrive, a lancé une suite d'actions dans la communauté, mais avec un mauvais ADN. Il a lancé cela avec une dimension très personnelle. Moi, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, tu étais proche de lui ». Je dis oui. Je donne toujours le crédit à tout le monde parce que on n'a pas de raison de haïr les gens juste comme ça, non. Et la personne est arrivée, je ne connaissais pas. Quand ils sont arrivés, j'ai essayé de les écouter, j'ai essayé de proposer des choses et j'ai essayé de comprendre comment ils fonctionnent. Et quand j'ai compris comment ils fonctionnaient, j'ai compris que leur démarche était une démarche de mercenaires. Une démarche personnelle avec un plan très personnel d'ailleurs. Il y a beaucoup de preuves qui ont démontré cela. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment la présidence ou par exemple les initiatives d'État choisissent les acteurs, vous sentez, il y a toujours ce niveau de parti pris. L'État devrait être au centre. Ça veut dire l'État devrait se dire non, il y a tel qui manque à cette table, tel manque à cette table, tel manque à cette table. On doit unir les gens comme ça. Non, mais aujourd'hui, c'est un groupe d'amis parce qu'on s'entend bien, parce qu'on se comprend, parce qu'on est ensemble, qu'on essaie d'avancer, parce qu'on se lèche le cul. Et ça, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est un peu, excusez-moi le terme, mais je trouve que c'est un peu dommage que ça fonctionne comme ça. Et donc là, pour moi, ça divise. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois certaines actions de l'État, ça ne m'intéresse plus. Je ne vais pas y aller. C'est ça la division dont on parle, parce qu'on ne s'approprie plus certaines choses qui devaient être de l'État. On sait que derrière, il y a un plan personnel. Et là, c'est très difficile. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu proposerais à part?
essayer de faire en sorte que les gens arrêtent de faire de la politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. L'État fait de la politique avec les acteurs du numérique qui veulent faire de la politique. Toi, comment est-ce que tu mettrais en place, ou comment est-ce que tu penses qu'on peut convaincre l'État d'agir autrement ? Alors, il faudra qu'on comprenne une chose. Et j'avais même proposé, j'ai un document où je fais des propositions à l'État. J'avais proposé à l'époque ce qui risque peut-être d'arriver, parce que j'ai des échos, on me dit que ça va arriver, voyons voir. J'avais proposé qu'il y ait une sorte d'agence du numérique. Parce qu'il faut savoir une chose, il y a le volet politique dans un ministère. Mais il faudrait qu'il y ait un volet vision. La vision, c'est autre chose. La vision, c'est où est-ce qu'on veut emmener ce pays. Apparemment, on n'a pas des dirigeants aujourd'hui qui ont une vision. Le chef de l'État aujourd'hui n'a pas de vision du numérique. Ça, c'est, je le vois dans tout ça. Il semble que la connexion nous lâche. Est-ce que vous êtes toujours là ? Alors, apparemment, ça a coupé du côté de chez Philippe Kayser. Pour ceux qui suivent In Clients We Trust depuis le début, vous aurez remarqué que quand on parle des télécoms ou de ceux dont on ne peut pas parler, ça coupe. On va essayer de réinviter Philippe dès qu'il sera en mesure de nous retrouver. Entre-temps, on voit pas mal de questions de réflexion. Ah, Philippe est de retour. Super, Philippe. Voilà. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, effectivement, et Amidro. Bonjour, Sheikh. Alors, pour ceux qui nous rejoignent depuis quelques minutes, nous sommes avec Philippe Kayser, en train de parler précisément de fracture numérique et de l'écosystème tech. Allô. Alors, on va... On t'entend en tout cas, Phil. Maître Kobayashi. Effectivement. On voit vraiment les références. Hein. On t'entend en tout cas. Alors, vous m'entendez ? Ouais, nickel. Je vois qu'il y a beaucoup de gens contents qui se sont dit que j'ai été puni. À la punition, c'est ton frère, hein, qui nous a révélé. Je vois qu'il y a beaucoup de gens contents qui se sont dit que j'ai été puni. À la punition, c'est ton frère, hein, qui nous a révélé. Alors, on va peut-être reprendre. Tu nous disais en que... fait, je sais pas où est-ce que j'en étais, jusqu'où vous m'avez suivi. Donc, nous, on t'a entendu jusqu'au moment où tu as indiqué qu'il fallait que l'État ait une vision du numérique et que pour l'instant, tu n'as pas aperçu un État avec une véritable vision du numérique. Ah oui, effectivement. Donc, je parlais de l'État à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre pays, aujourd'hui, j'ai l'impression que le chef de l'État est mené du bout du nez un peu par son conseiller. Alors, il faudra qu'on nous dise quelle est la vision du chef réellement, parce que j'ai juste l'impression qu'on fait des choses qui n'ont... tout ce qui vient, et c'est le défaut, une qualité que le chef a qui devient un défaut. En fait, le nouveau président de la République est très ouvert, c'est-à-dire qu'il peut aller voir tout le monde. Mais quand je vois le président faire dire des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue numérique, à faire des annonces qui selon lui sont des waouh, mais qui sont des choses mais vraiment d'une banalité qui ne sont pas à son niveau. Quand je vois que le président de la République fait un direct récemment avec un câble qui pend, alors que la présidence a tous les moyens pour installer des choses de qualité, quand on voit qu'il y a encore la confusion sur les pages de la présidence, il n'y a aucune charte au niveau des ministères. Donc en fait, vous voyez que les gens qui sont là sont plus ouverts à des idées qui ramènent l'argent. Et d'ailleurs, c'est arrivé avec l'ancien ministre. Quand je suis allé voir l'ancien ministre qui était là, un jour, il m'a reçu dans son bureau. Il me dit, mais monsieur Kabea, j'ai suivi tout ce que vous faites, vous êtes excellent, tout ça. Et au bout de quelques heures, il me dit, mais bon, ok, où est-ce que l'argent peut sortir ?
J'ai dit non, moi je ne suis pas celui qu'il vous faut pour l'argent. Moi, si vous me parlez d'idées et des choses, il y a des idées qui peuvent ramener de l'argent. Mais il y a tellement de choses qui peuvent faire du bien à notre communauté qui ne sont pas d'ordre, qui ne demandent pas de l'argent. Et ça, nos gens ne savent pas vivre avec ça. Ils ne savent pas fonctionner avec des choses qui ne ramènent pas de l'argent mais qui font du bien à l'État. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand je parle de l'agence du numérique, pourquoi je parle de l'agence? Parce qu'en fait, il faut une branche de l'État qui n'est pas vraiment l'État, qui, elle, poursuit une mission sans dépendre, par exemple, des mandats. Un ministre peut partir, mais le plan du numérique doit rester et doit être suivi. Et c'est là où on est en train de pêcher. Regardez, par exemple, je vais vous donner un truc simple. Le plan du numérique aujourd'hui dont on parle. Le plan du numérique a été accéléré par le conseiller du président. Alors que 2 jours ou 3 jours après, le ministre était en train d'être élu, voté ou nommé. Pourquoi on n'a pas attendu que le ministre arrive et qu'on ait un plan avec le ministre du numérique? C'est là où vous comprenez que tout le monde essaie de tirer les draps, tout le monde veut passer pour le super, la personne qui a pensé au numérique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des choses creux, mais vraiment, c'est creux tout ce qui est en train d'être créé aujourd'hui, à une dimension hallucinante. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai pas foi en ce qui est en train d'être fait, parce qu'on a vu les limites, on a vu que le président en fait n'avait pas de plan clair. Il n'a pas, et quand il a fallu associer des acteurs importants, encore une bande d'amis. Toujours dans un mécanisme flou, mais c'est dommage, on n'a pas de chance dans ce pays comme on dit parfois, mais bon, on va y arriver. Alors, comment tu expliques que tu aies quitté finalement la RDC? Là, tu es à Abidjan, loin de Kinshasa. Qu'est-ce que Abidjan a de plus que Kinshasa n'a pas? Alors, pour parler d'endroits où je vis, personnellement, ceux qui savent, hein, je suis rarement resté à un seul endroit depuis un certain moment. Donc, l'Afrique, c'est chez moi. Je dirais le monde, c'est chez moi. Je peux aller partout et toujours continuer à travailler à Kinshasa. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Le lab n'a pas fermé, on travaille. J'ai des collaborateurs magnifiques. Je salue Idriss Mangaya, qui est le cofondateur du lab, avec qui on fait un excellent travail. Le seul qui peut me réveiller à minuit pour configurer des serveurs. Voilà, je salue Yann Moubenga, qui fait un travail excellent. Yann, de là où tu es confiné dans la Gombe, je te salue. Qu'est-ce que Abidjan a de plus que Kinshasa? Déjà, je ne suis pas parti de Kinshasa pour ces raisons-là. Je suis parti de Kinshasa pour 10 000 choses. Hein. Mais l'une des choses dont je peux parler aujourd'hui qui nous intéresse, c'est que je suis parti de Kinshasa parce que je suis humain. Et à un moment, je crois que j'ai commencé à souffrir dans ma chair. Dans le sens où on ne peut pas autant aimer une communauté et recevoir en retour le mépris que moi j'ai reçu de ma communauté, je trouve, quand même de notre écosystème. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont redevenus mes amis, qui se sont excusés, mais qui à un moment, ça a été dur avec eux. Pour tenir, il fallait être Kaiser. Il fallait vraiment tenir. Et donc à un moment, il y a une phrase qui vient d'ailleurs dans la chanson de Lexus Légal où il dit Sosé, mon silence ne rendra pas leur bruit meilleur. En fait, c'est comme ça que j'ai quitté Kinshasa, un peu pour dire je vais m'effacer, je vais quitter cet écosystème-là. Je vais laisser les autres travailler parce que certains estiment que je fais trop de poids, certains estiment que j'ai des mauvaises énergies, comme on dit certains. Certains disent que je ne leur fais pas du tout de bien. Et donc, je me suis retiré et j'espère que leur vie est meilleure aujourd'hui. J'espère que Kinshasa va mieux et j'espère que les gens font des plus belles choses. Donc voilà, on leur a laissé les marchés, on leur a laissé des choses à faire et j'espère que ça va pour eux. Mais s'il faut que je commente Abidjan, j'ai pas de coupure d'électricité par exemple, et pour notre domaine, ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup dans notre domaine. À Abidjan, je voyage un peu plus facilement dans la sous-région et d'ailleurs aussi parce qu'à côté, il faut dire que je gagne aussi ma vie. Aujourd'hui, je dois vivre, donc j'ai des consultances, j'ai des boulots que je fais par-ci par-là. Aujourd'hui, je travaille pour Solidarité Laïque sur un gros projet qu'on a en Afrique de l'Ouest. Et voilà, j'ai des consultances avec la BAD et on essaie de faire avancer les choses comme ça. Et Abidjan est un endroit, pour moi, c'est un hub où tu peux bouger facilement et faire certaines choses. Et comme ma mission à un certain moment a été aussi celle d'aller évangéliser ailleurs, d'aller chercher de l'argent ailleurs, donc on essaye de travailler dans ce sens-là. Pour l'instant, quitter Kinshasa m'a plus apporté une paix personnelle, d'être un peu loin de cette haine qui pour moi n'avait pas de sens. La plupart des acteurs aujourd'hui à Kinshasa qui ont un problème avec moi, lorsque vous leur demandez comme ça, qu'est-ce que vous reprochez à Kaiser, vous allez rire. Vous allez rire parce que c'est des bêtes trucs du genre il n'a pas liké ce que j'ai écrit, il m'a mal regardé un jour, il m'a pas invité à son événement, pourquoi il a invité tel avant moi, c'est des conneries comme ça là qui font que voilà, aujourd'hui j'ai eu une haine mais vice, les gens m'ont combattu à un niveau, non, humainement c'était difficile, il fallait que je me retire à un moment et j'espère que tout le monde va mieux. Moi en tout cas je vais bien et je suis là avec toi sur un direct en train de parler des belles choses qui se réalisent à Kinshasa et en Afrique. Alors en parlant de belles choses qui se réalisent à Kinshasa et en Afrique, on est dans une période de confinement forcé, le Covid. Si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et moins jeunes entrepreneurs, durant cette période, pour en sortir et même se réinventer, quel conseil leur donnerais-tu ? Alors, par rapport au Covid, c'est que moi, j'aimerais dire ce que j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui, en tout cas aux amis, aux grands frères, aux petits frères, c'est de savoir que quand on va sortir d'ici, notre monde va changer. À coup sûr. Notre monde va changer. Il faut se préparer. Il faut penser des business. Il faudra aussi avoir appris de cette période. Il y a certainement des business qui vont tenir durant cette période et après, ça va mourir, c'est clair. Mais il y a aussi des business qui vont naître lorsqu'on sortira d'ici. Et le conseil que je donnerais à beaucoup, concentrez-vous sur l'après cette période, en apprenant, en vous projetant presque en disant quand on sortira d'ici, à quoi nous allons ressembler, quelle sera la demande humaine. Et c'est là où tout va se jouer. Il faudra se réinventer, mais il faudra surtout apprendre de tout ce qui s'est passé en cette période. Cette période a démontré les limites humaines, cette période a démontré qu'il nous faut beaucoup plus d'humilité. Il nous faut être humble dans nos solutions. Mais cette période nous aura aussi montré qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique. C'est à vous aujourd'hui de vous organiser pour penser des choses grâce à Internet, de penser des choses sans Internet, de penser des choses qui peuvent nous unir si jamais on est à distance comme il est en train de se faire. Aujourd'hui, tout le monde découvre Zoom, qui est devenu une application libéralisée, mais même la maman au coin de la rue, elle sait ce que c'est que Zoom. Donc, il faudra surtout se réinventer. Mais ce que moi, si j'ai un seul conseil à donner à un entrepreneur, c'est de se projeter dans le monde après Covid. Notre monde ne sera plus le même, je vous assure. Et seulement ceux qui auront compris ça vont exploser après le Covid. Après le Covid, il y aura des millionnaires, il y aura des milliardaires forcément. En Afrique de l'Ouest, on ne dit pas millionnaire parce que ça ne veut rien dire. On parle de milliards de francs CFA. Mais des millionnaires pas en francs congolais, mais en euros, en dollars, il y en aura seulement si vous avez compris comment notre monde fonctionnera après le Covid. Nickel. Alors, il nous reste 3 minutes. C'est l'occasion pour moi de te demander si tu peux nous expliquer pourquoi on doit utiliser le hashtag Tofulana. Alors Tofulana, c'est le... Alors je suis un peu... Alors je suis un créa, par moment je crée 10 000 choses aussi à la seconde. Alors Tofulana est un hashtag auquel j'ai pensé, je crois j'étais au Portugal à Lisbonne. Il y a quelques années, j'étais en train de réfléchir en fait, qu'est-ce que nous on fait pour nous-mêmes dans notre communauté. Et donc comme ça j'ai pensé à, pour moi, ce qui est aujourd'hui l'un de mes meilleurs hashtags, Tofulana. Tofulana, c'est simplement
que toi, tu serves de panneau publicitaire pour quelqu'un dans ta communauté. Si tu peux ramener un client pour un ami, si tu peux ramener un client pour quelqu'un que tu connais même pas, c'est ça Tofu Lana. Tofu Lana, c'est te réserver un seul moment dans la semaine où tu publies quelqu'un d'autre sur ton mur Facebook. Publie juste quelqu'un, un jeune qui fait quelque chose avec le hashtag Tofu Lana, c'est tout. Ça te prend pas beaucoup de temps. Tu as 10 000, des gens comme moi, on publie 10 000 choses dans la journée même. Alors ça te coûte quoi d'ajouter une seule publication de Tofu Lana où tu parles de quelqu'un d'autre? Tofu Lana, c'est ça. Tofu Lana, c'est moi. C'est un peu une espèce de bouche à oreille électronique. Parlons des autres. Parlons des initiatives des autres. Encourageons les autres. Encourageons ce qui se fait dans notre communauté. C'est ça, Tofu Lana. Et on doit vraiment utiliser. Pour moi, ça devait être le hashtag le plus utilisé au Congo. Tofu Lana. Tofu Lana, vraiment. Je vais commencer par Kinshasa, Tofu Lana. Avec plaisir, avec plaisir. Et si nous, on devait Tofu Lana pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Quelle est l'activité que tu mènes? Ah oui, salut, je viens de lire Match Kwata. Salut, vraiment, Tofu Lana. D'ailleurs, pour vous, na salang au moins trop, quoi. Vos t-shirts sont magnifiques. On va les découvrir. L'activité que tu mènes. Ah oui, salut, je viens de lire Match Kwata. Salut, vraiment. Tofu Lana. D'ailleurs, pour vous, la salle en moment trop, quoi. Vos t-shirts sont magnifiques. On va les découvrir. Ah, salut, je viens de lire Match Kwata. Salut, Allô? Donc, quelle est l'activité que tu mènes aujourd'hui qu'on peut foulaner pour toi? Si Instagram nous laisse poursuivre. Apparemment, ce ne sera pas le cas. On va voir si on sait reprendre pour bien le terminer correctement. On va essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer de se replacer un petit live quand on en aura l'occasion. En tout cas, il nous a envoyé un petit commentaire ici. Ok, on peut Tofu Lana Lumumbalab. Donc c'est ce qu'on va faire. On vous invite à aller liker la page Facebook, mais aussi le compte Instagram du Lumumbalab. Et en attendant, moi je vous dis merci d'avoir suivi le live d'aujourd'hui. Et on se retrouve vendredi avec... C'est une surprise, mais je vais quand même vous le révéler, avec la créatrice et fondatrice de La Diaspora Chuchote, qui est un média qui va nous expliquer en quoi est-ce que le podcast peut booster votre business, tout simplement. C'est une spécialiste du genre. Au revoir à tous.